Alors bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre. Il y a des personnes encore en cours de connexion. Euh, Malgré tout, je vous prends de démarrer. Donc merci à tous d'être présents. Bienvenue sur ce webinaire consacré aux clés d'un redémarrage gagnant. Donc ce webinaire est organisé par OP2. Nous sommes un cabinet de conseil spécialiste de la performance des projets complexes. On a en interne des compétences clés autour de l'organisation et de la planification. Et on souhaitait partager avec vous à la fois notre expertise et puis nos différentes convictions sur ce sujet. Donc aujourd'hui, avec nous, trois intervenants pour échanger autour de cette thématique. Alors je serai Romain Rabot, je serai le modérateur de la séance. Ensuite, nous aurons Adrien Blège. Donc Adrien a passé 12 ans chez PSA Peugeot Citroën. Il a été responsable de la planification en France. Il est ensuite parti voyager en Chine pour déployer toutes les méthodes de pilotage des délais sur la plaque Asie, donc pendant plusieurs années. Il a enfin été responsable du planning sur des projets en Iran. Adrien est aujourd'hui responsable de compte chez OP2 et il va partager avec nous ses expériences et sa vision du sujet. Ensuite, François Caron. François qui a démarré sa carrière en tant que chef de projet dans l'aérospatiale. Il a été ensuite chef de projet et PMO dans différentes industries. François a notamment passé 3 ans en Asie du Sud-Est dans le domaine ferroviaire pour démarrer des sites de production de grands sites industriels majeurs dans le domaine du ferroviaire. François est aujourd'hui directeur Amérique. Il sera notre expert démarrage ou plutôt redémarrage des activités. Et enfin Bertrand, donc Bertrand qui est coach professionnel, il a fondé le cabinet Gotama, spécialisé dans le coaching et le conseil de l'accompagnement des transformations. Bertrand va être aujourd'hui notre expert sur les sujets autour de l'humain, du leadership et de la confiance, et on verra ces sujets qui sont tellement importants dans cette période. En termes de modération, donc je vous propose de partager avec vous les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, c'est n'hésitez pas à couper vos micros. Vous pouvez à tout moment poser des questions dans la colonne, dans la section chat questions. Donc on prendra vos différentes questions et on les traitera à des moments dédiés. Donc après chacune des parties d'échange. Je vous propose de commencer finalement ce webinaire et cet échange par une question, plutôt deux questions vis-à-vis des intervenants. Donc la première question que je souhaitais partager, que nous souhaitons partager avec vous, c'est quand est-ce que vous avez prévu de redémarrer? Est-ce que vous n'avez jamais arrêté? Est-ce que vous êtes en cours de redémarrage? Vous avez un redémarrage qui est immédiat. Est-ce que vous avez prévu de redémarrer avant le 11 mai? Ou est-ce que votre redémarrage est prévu après le 11 mai? Donc n'hésitez pas à cliquer. Il est possible, il y a un petit souci avec l'application, donc parfois on ne peut pas cliquer en mode plein écran, donc n'hésitez pas à réduire votre fenêtre pour pouvoir participer. Allez, encore 15 secondes. N'hésitez pas à... Ok, merci pour vos votes. Donc si on regarde les résultats, intéressant. Finalement, là, on se retrouve avec presque 40% des participants qui n'ont jamais arrêté et 30% qui sont en cours de redémarrage. Donc vous êtes finalement en plein cœur là, de cette problématique, soit de redémarrage, soit de prolongation de vos différentes activités. La deuxième question qu'on souhaitait vous poser, c'est finalement par rapport à ces redémarrages, quelles sont aujourd'hui vos appréhensions ou vos points d'attention? Est-ce que c'est les variations brusques du volume d'affaires? Est-ce que c'est les problèmes d'approvisionnement qui seront non maîtrisés?
Est-ce que c'est la disponibilité de vos équipes? Est-ce que c'est la confiance vis-à-vis des salariés ou est-ce que c'est la cessation d'activité? Allez, encore quelques secondes pour partager ces réponses. N'hésitez pas à voter pour les derniers. Ok, super. Donc, si on regarde les résultats, on voit que finalement, plus de la moitié d'entre vous sont comme appréhension principale la variation brusque du volume d'affaires et 40% la disponibilité des ressources. Donc, on verra ces deux points par la suite, effectivement, sur ces deux sujets qui sont au cœur de vos préoccupations. Donc, merci pour ce partage. Donc, finalement, Adrien, je te propose d'échanger avec nous sur cette première vision. Et je suis sûr que si tu allumes ton micro, tous les participants profiteront pleinement de ta voix. Vas-y, on Très t'entend. bien. Eh bien, merci à tous de participer à ce webinaire. Il y a quelques semaines, nous avions partagé sur LinkedIn un post où nous présentions notre vision de ces préparations à un redémarrage gagnant. La vision s'articulait autour de deux grands chapitres. D'abord le quoi, faire l'inventaire de la situation interne, de l'état des clients et des fournisseurs, pour enfin redéfinir notre portefeuille. Et le comment, eh bien, s'appuyer sur une équipe de redémarrage dédiée et puis montrer que l'humain est effectivement complètement au cœur de ce redémarrage. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons aborder successivement toutes ces parties et les détailler. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais introduire des notions transversales qui vont au-delà de ces 5 axes et qui sont repris tout au long de ce webinaire. Et pour ça, j'ai besoin d'une illustration qui est ce possible retour à l'école à partir du 11 mai. On a connu le confinement, on a connu la continuité pédagogique à la maison. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron nous a dit que le 11 mai, on pourrait envisager de retourner à l'école. Bon, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le 11 mai, c'est pas tout le monde ne sera pas à l'école le 11 mai, très clairement. En revanche, grâce au 11 mai, Emmanuel Macron a donné un totem pour se resynchroniser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en ayant cette cible-là, eh bien, les parents, les professeurs, les lycées, les mairies, les régions, les élèves, tout ce monde se projette dans cette possibilité de rouverture. Et en ayant cette projection, en ayant ce point d'ancrage, on est capable de commencer à établir des solutions. Et donc, la première notion que je voudrais introduire et qu'on va réutiliser tout au long du webinaire, c'est effectivement cette notion de totem pour se resynchroniser. Vous avez tous besoin d'un totem pour vous resynchroniser. La deuxième notion que je voudrais introduire, c'est que on le voit, aucune réalité n'est figée. Et tous les jours, on apporte de nouvelles choses
en termes d'information. Et donc, pour pouvoir avancer vers ce totem, le 11 mai, eh bien, on a besoin de faire des itérations beaucoup plus fréquentes. Et enfin, troisième sujet, c'est la notion d'ouverture plus large. Personne n'a jamais rencontré la situation que nous vivons aujourd'hui. Et pour résoudre cette situation, nous avons besoin de capter tous les signaux, même les plus infimes, même les plus anodins. Et donc, pour cela, il faut ouvrir sa capacité à capter ces signaux de façon bien plus large. Donc, trois choses que nous verrons tout au long du webinaire: un totem, des itérations plus fréquentes et une ouverture plus large. En première partie, eh bien, nous allons évaluer quelle est la situation interne. Comment est-ce que ça va à la maison? Eh bien, la maison a souffert. La maison a souffert, mais la maison a quand même des processus qui ont pu continuer au travers de la crise. Un exemple, l'état des stocks. On sait toujours faire ses propres stocks, mais cependant, on voit une chose. On voit que on a aujourd'hui besoin de savoir quel est notre état de stock de gel hydroalcoolique. Quel est l'état des stocks des connexions Internet. Quand on parle de disponibilité des équipes, on sait qui sont nos collaborateurs, nécessairement, mais sont-ils véritablement disponibles? N'ont-ils pas des enfants à la maison qui, effectivement, leur prennent une grande bande passante? Pour ce qui est des compétences requises, on sait à qui faire appel traditionnellement dans nos métiers. Vous savez à qui faire appel. Mais avez-vous listé l'ensemble des compétences dont vous avez besoin pour redémarrer? Ces personnes qui vont faire le ménage. Voilà. Et donc, dans cette situation interne, il faut penser plus large et plus fréquent pour faire face à toutes les nouvelles informations. François, peux-tu détailler comment arriver à cette vision? Tu es en mute. Effectivement. Merci. S'appuyer en effet d'abord sur les processus, donc les processus existants, et vérifier qu'ils soient toujours adaptés, qu'ils soient robustes, c'est-à-dire qu'ils soient antifragiles. On a l'exemple, par exemple, chez un client d'un processus de facturation qui dépendait de ressources et d'outils qui ne fonctionnaient plus au moment du changement d'environnement, donc par exemple du travail à distance, et qui impactait la facturation d'une dizaine de millions. Alors que c'est un enjeu majeur en ce moment. Donc, ce qu'on voit, c'est que ceux qui gèrent le mieux l'urgence en ce moment, cette première phase de crise, sont ceux qui ont les processus antifragiles. Donc, c'est-à-dire pas ceux qui ne sont pas impactés, mais ceux qui, lorsque les processus sont impactés, s'adaptent facilement et rapidement. Donc, première chose, les processus. Deuxième chose, ça va être, comme tu le disais, penser plus large, c'est-à-dire enrichir l'état des lieux de la situation par des nouveaux champs de réflexion. On voit qu'un simple élément anodin, comme le gel hydroalcoolique mentionné, peut gripper l'ensemble de la machine et empêcher le redémarrage ou la prolongation des activités. Donc, quelques méthodes là pour enrichir son champ de réflexion. Ça va être des analyses factuelles, des outils de cause racine. Ça va être beaucoup de brainstorming en interne ou en externe pour se challenger, avoir des nouveaux profils, des nouvelles visions, pour penser à des nouvelles choses à étudier, et puis la veille réglementaire dans la communauté, dans le réseau, pour voir également ce qui se fait, et régulièrement mettre à jour ce processus d'état des lieux, puisque donc à faire plus fréquemment. Et pour ça, le faire plus fréquent repose sur des outils de synthèse qui vont permettre de réagir rapidement, c'est-à-dire des outils simples et des outils visibles. Concrètement, dans l'industrie, on voit les balance scorecards, des formats que vous voyez ici, avec à gauche une balance scorecard par département, par exemple, à droite par projet ou programme. Ce sont des choses simples et visuelles qui permettent chaque jour, par exemple, d'avoir un nouvel état des lieux
digérer énormément d'informations nouvelles pour pouvoir prendre des décisions rapides sur l'état des stocks, les contrats, les ressources disponibles. Donc on va, comme les processus, utiliser les visuels existants s'ils sont facilement adaptables, mettre de côté ceux qui sont trop lourds à mettre à jour et éventuellement développer des nouveaux, toujours simples, visibles pour être réactifs. Merci. Donc, dans ce premier paragraphe, nous avons vu qu'il était primordial d'être en mesure de tirer le meilleur parti de ses capacités. Et pour ça, il faut être clair sur là où on en est, en évaluant ses capacités internes et en évaluant la disponibilité de ses équipes. Globalement, il faut penser plus large, plus fréquent, pour mettre à jour constamment ces informations-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors effectivement, il y a des questions. On va prendre une question sur. Alors, je pense que c'est pour toi, Bertrand. Hein, comment optimiser nos ressources humaines si nous avons des trous dans la disponibilité des opérationnels, soit à cause du Covid, soit à cause de la garde d'enfants? Est-ce que tu peux juste répéter parce que j'ai eu ça a coupé, s'il te plaît. Donc, comment optimiser nos ressources humaines si nous avons des trous dans la dispo des opérationnels, des équipes, à cause du Covid ou de la garde d'enfants? Ok, alors il y a plusieurs manières, mais ce qui est évident et dont on reparlera plus tard, c'est que une des principales choses à faire en ce moment, c'est de faire le tour des équipes qui sont présentes et de voir sur une base d'abord de volontariat et d'autre part de co-élaboration ensemble, plutôt dans une logique de co-création, qui est, si vous considérez que la personne qui peut être volontaire a les qualités ou pas pour le faire. Voilà. Donc c'est plutôt une logique collective, d'intelligence collective. Ok. Je vous propose qu'on avance parce que les autres questions seront probablement traitées dans les prochaines parties. Donc, je propose d'avancer et puis on reprendra les questions qui ont été posées dans les parties traitées, notamment la partie 4 finalement sur le comment. Ça marche. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de voir comment ça se passait à la maison, mais nous ne sommes pas une île. Et nous sommes un archipel, nous sommes un écosystème. Et donc, après avoir compris comment ça se passait dans son entreprise, eh bien, il faut voir comment se comportent nos clients et nos fournisseurs. Les constructeurs automobiles aujourd'hui sont sur le pied de guerre pour redémarrer, mais ont-ils seulement des concessionnaires prêts à ouvrir? Y a-t-il seulement des gens prêts à rentrer chez ces concessionnaires pour acheter des voitures? Et comment se sont comportés leurs propres fournisseurs de sièges ou de planches de bord? Donc, ce à quoi nous avons assisté au cours de cette crise, c'est tout d'abord une désynchronisation de la chaîne de valeur. Nos clients, nos fournisseurs se sont complètement désalignés dans les réponses à la crise. Et on peut imaginer que des clients, certains de vos clients, j'imagine, sont prêts à redémarrer immédiatement, alors que d'autres sont complètement à l'arrêt et n'envisagent pas un redémarrage avant quelques semaines, quelques mois. Il en va de même pour les fournisseurs. Chez les fournisseurs s'ajoute une donnée supplémentaire qui est: ont-ils seulement l'envie, ou êtes-vous toujours prioritaire, en tout cas, chez ces fournisseurs? Et donc, François, comment est-ce qu'on recrée cette chaîne de valeur du fournisseur au client? Donc là, effectivement, après avoir regardé chez soi la situation interne, on peut relever la tête, regarder autour de soi où on se situe. Et la première chose à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de normes. En fait, il n'y a pas, on perd le référentiel, il n'y a pas de réaction normée face à cette situation exceptionnelle. Donc, il va falloir reconstruire un référentiel pour évaluer la situation des clients, des fournisseurs. Et pour ça,
il va falloir prendre des hypothèses qui vaudront le temps qu'elles vaudront, mais qui permettront au moins d'avoir une première base sur laquelle construire. Et c'est pour établir ces hypothèses, on peut se baser sur les concurrents, sur le marché et surtout sur des analogies dans les autres industries pour essayer d'établir cette situation autour de soi, de où on se situe. Si on commence par les clients, mapper la situation des clients, on va les mapper sur des critères classiques, donc sur le slide suivant. Mais on va devoir y ajouter des critères inhabituels. On va rajouter par exemple l'appétence pour le risque, c'est-à-dire la capacité à continuer à évoluer et à décider avec une visibilité très réduite. Ça peut être la culture de l'urgence, de travailler en mode pompier. Ça peut être également le déploiement du digital. On a vu chez certains de nos clients qu'ils ont pu réaliser des acceptations de produits par vidéo à distance, qui était une première dans l'industrie, dans cette industrie, et également la relation de confiance, le sponsorship qu'on peut avoir avec le client, ou même la durabilité du marché. On sait que l'aéronautique, par exemple, va réagir ou va mettre plus de temps à réagir et à se relever que les transports et infrastructures, ou encore que la défense, les programmes étatiques vont réagir différemment que l'automobile qui est en B2C. Donc, élargir encore une fois son champ de réflexion et toujours revenir à des outils simples et visibles pour évaluer la situation des clients. Sur les fournisseurs, ensuite, même chose, on va mapper plus large, on va mapper plus fréquent. Et aux critères habituels, on va rajouter par exemple l'augmentation du volume d'affaires du fournisseur. Par exemple, si c'est un fournisseur de masques, que j'en ai besoin moi pour mon activité de béton, mais si maintenant il fournit les personnels soignants, où suis-je dans ses priorités? Ou à l'inverse, s'il a fermé, par exemple un fabricant de ressorts, sa seule matière première c'est l'acier. Si la scierie a fermé, est-ce que les volumes sont suffisants si lui redémarre pour que la scierie également redémarre? Donc, et s'il ne l'est pas, est-ce qu'il peut jouer sur d'autres critères comme la relation de confiance qui avait été établie et entretenue? Donc ici, on voit qu'en plus des critères habituels, contrat, capacité industrielle, processus, fournisseurs de rang N, les fournisseurs de mon fournisseur, on va rajouter des choses comme suis-je prioritaire lors du redémarrage de mon fournisseur. Et enfin, dernière partie ici, l'aspect écosystème. Dans cette situation, important de jouer solidarité, de jouer communauté et non pas isolationnisme. L'idée, comme l'a dit Adrien, c'est de resynchroniser la chaîne de valeur, de recréer le flux finalement d'informations et de matière, et pour ça aider les clients, les fournisseurs, avec notamment les éléments qu'on a pu voir en partie 1, pour que eux-mêmes fassent leur situation interne et se mappent dans cette situation. Merci. Donc pour synthétiser cette deuxième partie, eh bien, je dirais que on a besoin de réduire les risques et les incertitudes externes. Et pour ça, il faut resynchroniser la chaîne de valeur en comprenant quel est le plan de démarrage de mes clients et en étudiant également les stratégies de ces fournisseurs. Je pense que la chose primordiale à garder en tête, c'est que chaque acteur a réagi de façon différente. Et donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre et donc il faut penser à travers ces processus plus larges et plus fréquents dont on a pu parler jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des questions, effectivement. Alors, si on regroupe, on pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions. On verra en fin de webinaire si on peut reprendre des questions qu'on n'a pas traitées. Alors, autour des fournisseurs, on a plusieurs questions finalement plutôt sur le comment, mais c'est quels seraient les leviers pour aider les fournisseurs et doit-on, à mon avis, la traiter en même temps, François, doit-on s'allier à nos concurrents dans cette période? Donc, quels sont les leviers pour aider les fournisseurs et doit-on s'allier à nos concurrents?
Pour aider les fournisseurs, ça va être essentiellement de les aider par rapport à la partie 1, donc de les aider à faire leur propre situation interne. Donc, quels sont leurs processus robustes? Est-ce qu'ils ont élargi leur champ de réflexion à des rythmes plus fréquents également? Donc, ça va être les aider à déployer les outils qu'on a mis chez nous, chez eux. Et à la deuxième question, oui, si on revient à l'écosystème, un concurrent hier peut être un partenaire demain. Donc, il est très important de travailler avec les concurrents. Ça participe notamment à élargir le champ de réflexion et à relancer en fait l'ensemble de l'industrie. Alors j'ai une question peut-être un peu plus large que cette deuxième partie, mais qui a été répétée plusieurs fois. C'est est-ce qu'on connaît aujourd'hui les attentes des entreprises pour la sortie de crise? Et est-ce qu'il existe différentes fonctions ou des typologies et tailles d'entreprise en fonction de ces attentes? Ça va être des attentes justement en termes de visibilité, en termes de stratégie. On pourra, je pense, on y reviendra surtout en points 3 et 4. Et ça va beaucoup dépendre du rythme de relance. Comme je disais, les industries, par exemple l'aéronautique sur des cycles beaucoup plus longs, va pas redémarrer de la même manière que transport, infrastructure qui sont sur des marchés publics, où la défense non plus va pas redémarrer de la même manière que l'automobile ou la grande distribution qui sont en B2C. Je vous propose pour les autres questions qu'on les garde dans le panier des questions et on verra si on a le temps de les traiter par la suite. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a compris, on a fait notre inventaire interne, un inventaire dynamique. On a fait aussi un inventaire dynamique de ce qui se passe chez les fournisseurs. Et du coup, on fait face à une multiplicité de chantiers ouverts avec plein d'actions un peu partout. Par ailleurs, nos collaborateurs sont certainement pleins de bonne volonté et vu ce caractère complètement inouï de cette crise, chacun a une réponse qui lui est propre. Et donc, on a cette désynchronisation des réponses. Et donc, pour resynchroniser ça, on l'a vu tout à l'heure avec l'illustration de l'école, on a besoin d'un totem. Alors, ce totem, ça va être notre stratégie. Quelle est notre stratégie vis-à-vis de nos différents clients, vis-à-vis de nos différents projets? Une fois qu'on a défini cette stratégie, on va avoir besoin d'avoir des points d'ancrage au travers d'une replanification. Et enfin, pour partager ce totem, il va falloir communiquer pour conserver la confiance dans cette incertitude. François, peux-tu nous en dire plus sur la stratégie? Oui, oui. Donc effectivement, on a vu où on est, on a vu le statut, on peut voir maintenant où on va, c'est-à-dire quel est le plan. Et la première chose, c'est pour définir ce plan, c'est la stratégie de repriorisation. On va l'axer essentiellement sur les capacités disponibles qu'on a vu au point 1 et 2, les capacités internes, les capacités clients-fournisseurs, et par rapport à l'intérêt qu'on a de prioriser ces projets ou ces produits. L'intérêt étant en sortie de crise ou pour passer cette crise, essentiellement orienté trésorerie et donc cash flow, c'est-à-dire qu'on va privilégier concrètement les projets avec des jalons de paiement ou au contraire éviter les jalons de pénalité. Un outil qui fonctionne bien, là, c'est le cadran de décision atout attrait, où on va venir positionner de manière relative, c'est-à-dire vraiment rapidement l'un par rapport à l'autre, et non pas de manière absolue, les projets par rapport aux capacités disponibles qu'on a s'ils sont prêts à redémarrer et aux attraits financiers, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont nous apporter de la trésorerie pour faciliter ce redémarrage. Ça dessine 4 cadrans et on en voit notamment 2 qui permettent de prendre des décisions rapides avec des modes de gestion, c'est-à-dire des modes de gestion sur l'ensemble de l'entreprise, de replanifier plus tôt, de prioriser ou au contraire de replanifier plus tard.
Et c'est vrai d'ailleurs, non seulement sur les projets, mais également le portefeuille de projets, mais également sur la gamme de produits. On peut être amené à privilégier un produit parce que c'est celui qui aura le plus d'attrait en court terme. Donc ça, c'est comment on définit la stratégie. Une fois qu'on sait ce à prioriser, on va pouvoir les replanifier. Alors comment replanifier? Historiquement, la méthode cascade qui fonctionne plus dans un environnement déterministe permettait ou pouvait en fait inciter, si on a les 3 niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels, à planifier sur ces 3 niveaux sur l'ensemble de la vie du projet, par exemple. Plus récemment, la méthode agile préconise d'avoir 3 niveaux de détail, et plus on va dans le détail, moins on planifie sur un horizon de temps long. Et ce qu'on voit là au redémarrage, c'est qu'il va falloir adapter encore plus, réduire encore plus. L'idée est vraiment de planifier le strict nécessaire, se focaliser sur le niveau 1 qui est stratégique, et ensuite, plus on va dans le niveau de détail, plus on réduit l'horizon de temps. Ça permet 2 choses, ça permet déjà de passer moins de temps à planifier et de tout de suite produire de la valeur, et donc produire notamment de la trésorerie pour passer cette situation. Et deuxièmement, ça permet de mettre à jour plus fréquemment les plannings, puisqu'on sait que la situation change. Cette situation a exacerbé le monde VUCA tel qu'on le connaît. Donc VUCA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Le nombre d'interfaces aujourd'hui, le volume de données qui passent dans ces interfaces, et puis on l'a vu avec cette crise, l'ampleur, la fréquence des changements, fait qu'on va devoir mettre à jour régulièrement les plans. Donc si on passe trop de temps à planifier, on a à peine fini le plan qu'on doit déjà replanifier. D'où cette méthodologie qui est, plus on va dans le détail, moins on planifie sur un temps long. Et une fois qu'on a défini notamment ce niveau 1 stratégique, il va falloir le communiquer. C'est l'importance ici, comme parlait Adrien du totem, de donner en fait un point d'ancrage, aligner le pourquoi, aligner la vision, aligner la mission. L'idée là va être de donner de l'autonomie aux équipes en alignant cette vision pour qu'elle soit performante. La seule manière d'avoir un redémarrage performant, vu la complexité des données et de l'environnement, c'est de rendre autonomes les équipes et donc de les aligner. Concrètement, le bon moyen ici, c'est ce genre de roadmap ou de one-pager avec des jalons, c'est-à-dire une date. On va donner une date par site pour le redémarrage, on va donner une date par projet pour le redémarrage, et avancer à partir de là par itération. Merci. Donc, au cours de cette troisième partie, nous avons vu qu'il fallait donner de la visibilité aux équipes, mais même plus largement que les équipes, aux clients, aux fournisseurs, malgré l'incertitude. Et pour cela, on a besoin de définir cette stratégie, ce totem. On a besoin de mettre à jour en direct nos plans et de communiquer. Et donc, je le répète, au vu de cette instabilité, on cherche à proposer des mises à jour, et il faut le faire de façon plus fréquente et plus large pour élargir son champ de réflexion. Y a-t-il des questions? Alors on a eu des questions en cours de présentation, plusieurs questions à la fois sur finalement comment planifier alors que l'horizon est incertain. Donc je pense que François a abordé le sujet, et puis une question autour des outils. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à repréciser vos questions par rapport à ça. Et puis on a prendre une question sur finalement la replanification très régulière ne risque-t-elle pas de faire perdre du temps aux équipes et donc de rajouter de la non-productivité? Oui, c'est le danger. On a cette situation chez un client où très top-down, on leur demande quasiment chaque jour de replanifier pour atterrir les ventes de l'année.
Et donc ils passent leur journée à planifier, et le lendemain ça recommence puisque la situation est changée. Donc là, l'idée est vraiment, comme vous l'avez vu sur le graphique des 3 niveaux, de réduire autant que possible le temps de planification en réduisant l'horizon de temps. Plus on va dans le détail, plus on réduit l'horizon de temps pour planifier au strict nécessaire et privilégier le temps et l'énergie pour produire de la valeur au lieu de planifier de la valeur. Ok. Une dernière question. Une question sur l'agilité. Là, pour être agile, ne faut-il pas avoir des équipes dédiées et proches du terrain? Si, il faut absolument, justement, c'est l'idée de, dans la situation 1, on le reverra d'ailleurs dans la partie 4 de la gouvernance, de comment capter la situation du terrain et de privilégier également ce qu'on appelle le bottom-up. Donc là, ça peut être par exemple en dédiant des ressources qui d'habitude sont plus terrain et en les amenant à la table pour élargir ce champ de réflexion. Donc oui, il faut placer certaines ressources de terrain et assurer que l'information remonte rapidement pour capter et être au service des besoins concrets. Je vous propose d'avancer. Il reste des questions qu'on n'aura malheureusement pas le temps de traiter tout de suite. Donc, je vous propose qu'on avance à la partie suivante. Donc ouais, vas-y, Adrien. Non, c'est à toi. Et donc, avant de rentrer dans les aspects humains, on souhaitait vous poser 2 questions. Donc, on va faire un sondage rapide sur comment vous sentez par rapport à ce redémarrage. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes serein parce que les choses sont en train de se mettre en place? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet avec le sentiment de ne pas être suffisamment préparé? Est-ce que vous êtes non préparé, que vous avez une peur panique de ce qui va se passer? Ou est-ce que vous ne sentez tout simplement pas concerné? Très bien. Et un dernier vote. Alors merci pour vos votes. Alors si on partage avec vous les résultats, on voit qu'à 60%, vous êtes plutôt serein. Les choses sont en train de se mettre en place. Et 30% d'entre vous ne se sentent encore pas suffisamment préparés. Et la deuxième question que nous souhaitions vous poser, c'est finalement par rapport à vos équipes. Aujourd'hui, comment pensez-vous que vos équipes se sentent vis-à-vis du redémarrage? Avec les mêmes questions, est-ce qu'ils sont en force? Est-ce qu'ils sont sereins? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont paniqués? Ou est-ce que vos équipes ne sont pas concernées par rapport au redémarrage? Merci pour ces votes. Alors si je partage avec vous les résultats, eh ben, on constate une inversion de la tendance. Finalement, ce que vous nous dites là, c'est que votre perception, c'est que vos équipes sont globalement inquiètes
vous étiez, vous, serein à 70%, et en fait, vos équipes sont, elles, plutôt inquiètes à 70%. Donc c'est ce qu'on va voir, par la suite, là, sur la notion de besoin d'alignement, d'autant plus dans ces phases où on travaille à distance. C'est comment être à l'écoute des équipes, comment réussir à créer la communication. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec Bertrand notamment. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette première partie? On a vu qu'il y avait beaucoup de sujets et surtout beaucoup de sujets nouveaux. Et donc, pour traiter tous ces sujets, tous ces nombreux sujets et tous ces sujets nouveaux, on a besoin de mettre en place une équipe dédiée. Et donc, on a souhaité illustrer cette partie avec cette image. Vous l'avez probablement vu, il s'agit du transfert de malades du Covid en région via le TGV. Et finalement, sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fois des soignants, on voit ce militaire, on voit le train. On imagine que dans le train, il y a forcément le personnel de la SNCF. Le train a été modifié pour cette perspective-là. Et tous ces gens-là, en quelques jours, ces gens qui ne se connaissaient pas auparavant ont pu travailler ensemble et mettre en place cette organisation incroyable. Et me vient une citation de Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et finalement, qu'est-ce qui a rendu cette situation possible? Eh bien, c'est que l'envie d'aider transcende les gens. Et ce dont on a besoin, c'est donc vous avez certainement besoin chez vous, c'est de cette équipe-là qui se transcende pour aider. Donc, au cours de cette quatrième partie, nous allons parler de l'équipe de redémarrage dédié. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'une équipe, d'agilité dans l'organisation qui transcende les acteurs. On a probablement besoin d'adapter les outils d'échange. Et enfin, on a besoin de rassurer et sentir le terrain. Et je pense que cette troisième proposition rejoint le sondage qu'on vient de voir, où finalement, on a beau être peut-être sûr de ce qu'on fait nous-mêmes, on voit que le terrain ne l'est pas. Et donc, il faut réaligner ces gens-là, resynchroniser. Oui, donc on parle sur l'équipe de redémarrage, on parle d'une équipe dédiée d'abord. On a vu le quoi, c'est la photo qu'il est nécessaire d'obtenir. On va voir maintenant comment faire vivre ce statut, cet état des lieux. Premièrement, le redémarrage, c'est un projet en soi, donc il faut une équipe projet avec un chef de projet, idéalement un PMO, pour mener ces activités. Et on va étendre à une équipe traditionnelle, notamment avec l'IT pour vérifier les connexions, avec le légal pour vérifier les législations. Également, ça peut être des représentants des partenaires sociaux ou des élus locaux. Donc on va créer et animer cette équipe dédiée pour le redémarrage. Deuxièmement, cette équipe, pour la mettre en mouvement, on va appliquer une gouvernance avec un cycle de gouvernance qui va être plus fréquent que d'habitude. Si on avait un cycle, comme on peut le voir sur le slide suivant, qui était par exemple mensuel avant, on va y mettre un cycle hebdomadaire. Si c'était hebdomadaire, on va aller plutôt vers le quotidien. L'idée est de faire des boucles courtes pour capter les signaux du terrain, comme on parlait, donc des cycles de descente et de remontée des informations pour maximiser la communication. Ce sont des boucles courtes, comme vous voyez sur la semaine type à droite, avec toujours également un alignement de masse. On voit ici par exemple le vendredi, pour communiquer à l'ensemble des équipes ce qu'on voyait dans les points précédents, c'est-à-dire la stratégie, la vision, la mission, et gagner la confiance du personnel. On le reverra plus tard. Ces boucles courtes permettent également d'assurer finalement la remise en cause des décisions, les situations changeant tout le temps, presque tous les jours.
on a ces points réguliers qui nous permettent de remettre à jour l'état des lieux, redéfinir les décisions, priorités et recommuniquer et aligner derrière. Sur le slide suivant, là je vais passer assez vite, c'est sur le suivi des actions. Important de bien toujours faire simple et visuel, faire du concret dans des situations plus chaotiques, donc qui doit faire quoi pour quand. Le format Kanban, par exemple, comme vous le voyez, se prête très bien à ça. Et on a fait d'ailleurs, je pense que vous voyez sur le slide suivant, sur ces points-là, une communication déjà sur LinkedIn, donc comment piloter un projet en période de crise et à distance, avec d'ailleurs une vidéo YouTube que je vous invite à consulter si, j'imagine, vous utilisez l'outil Microsoft Teams. Alors, juste pour continuer sur ce que François vient de nous dire, Adrien, si tu peux... Voilà, merci. Ce qui se passe pour vous en tant que manager, principalement et vis-à-vis de vos équipes, ça va être de manager dans le chaos. Ça implique au moins 7 attitudes différentes, de l'incertitude. François parlait tout à l'heure de ces sociétés dans lesquelles nous interagissons, qui sont les sociétés VUCA, de l'imperfection et de la peur de culpabilité de la part du manager et aussi des différents opérateurs et de la chaîne managériale, de l'ambiguïté, de l'ambivalence, des paradoxes et des frustrations et de la capacité de la vôtre, de celle de votre comité de direction et aussi de la capacité de changement de l'ensemble de l'équipe. Pour ça, on a trouvé jusqu'à présent qu'une seule manière de piloter dans le chaos, c'est de manager par le sens. Alors, ça devient une tarte à la crème, mais là, en l'occurrence, c'est profondément un besoin qui va demander de la co-création, c'est-à-dire que le responsable devient un peu moins donneur d'ordre et un peu plus porteur de la vision et de la vision partagée. Sur la slide suivante, ce que l'on voit, et c'est juste pour venir réancrer cette question du sens, une étude qui a été faite il y a quelques années, mais qui reste complètement vraie et qui même est en train de prendre encore plus de poids. Une étude qui a été faite auprès de très nombreuses entreprises, qu'elles soient grandes, ETI ou PME, jusqu'à à peu près une dizaine de personnes, où les raisons de départ d'une équipe ou d'une entreprise, que l'on peut prendre en positif aussi sur les raisons d'engagement dans les équipes, bah, la première, c'est la gouvernance et l'alignement avec le sens et les objectifs de l'entreprise. Donc, on voit à quel point c'est véritablement l'axe central. Ensuite, on a 3 dimensions qui sont des dimensions relationnelles, le management direct, les relations avec l'équipe et le style de management, le style d'encadrement. Derrière, une question qui va être une question de développement et qui n'est pas du tout à prendre à la légère dans cette période de chaos, puisque ça va être un des cadeaux aussi de cette période extrêmement chahutée, ça va être de très nombreux apprentissages et un effet de catalyse sur les prises de décision, le partage du sens et les apprentissages qui seront faits. Et très très loin derrière, la question de la rémunération, que l'on peut prendre d'une autre manière, c'est que généralement, quand on commence à poser la question de la rémunération sur la table, c'est qu'on a manqué tous les autres milestones auparavant. Alors, sur le slide suivant, juste une petite aide, c'est que ce qui va être extrêmement important là, dans ce moment de redémarrage, entre autres par rapport à des équipes qui sont stressées, qui sont inquiètes, ça va être de pouvoir les accompagner. Alors là, vous avez une grille extrêmement simple qui va permettre de voir où est la méconnaissance et où la passivité dans l'organisation, et de lister de manière très simplement où sont les problèmes, les significations, les différentes solutions et les options, la capacité de changement chez vous où votre organe de direction et chez les autres et dans l'ensemble des équipes, et puis comment faire pour déjouer les différentes méconnaissances qui apparaissent après ce rapide scan de vos équipes proches ou de vos équipes élargies. Dernier slide, qui n'est pas anodin, la question du pilotage de vos partenaires sociaux. La question de ce management dans le chaos, c'est qu'un certain nombre de cartes vont être rebattues et que vous risquez soit de pas être du tout d'être surpris, mais vous pouvez être très surpris des nouvelles postures que l'ensemble des partenaires sociaux vont avoir et aussi d'un ventre mou que l'on appelait avant les passifs, hein, si vous avez l'habitude d'utiliser les cartes de sociodynamique, les cartes des alliés, dans lesquelles vous allez voir des gens qui vont se transcender exactement sur
sur le modèle de ce que Adrien nous a montré tout à l'heure sur la photo, de déplacer des gens dans des états extrêmement compliqués et des gens qui n'ont peu ou quasiment jamais travaillé ensemble, entre la SNCF, l'armée, les forces de santé. Voilà. En n'oubliant pas une chose, c'est que ce que vient rebattre le chaos et ce que vient rebattre la crise, c'est parfois la raison d'être, et c'est celle-là qui donne du sens, et elle va être, là aussi, il ne faut pas la prendre comme étant donnée a priori. Et d'autre part, ce que disait aussi Adrien, c'est que quand toutes les études qui parlent de l'engagement, de la niaque, etc., montrent à quel point la question du plaisir, j'ai réussi, moi, c'est important, mais ça reste quelque chose qui est une donnée assez stable. Plus on va vers des gens qui ont énormément d'engagement, mais que la question qui est croissante dans la qualité de l'engagement et dans son volume, c'est son sentiment d'utilité. Et que ça va être un des leviers très forts pour non seulement faire descendre le niveau de stress, mais pour à minima retrouver de l'engagement et éventuellement le transcender. Adrien, c'est à toi. Merci. Donc, avec, il va falloir, on l'a vu, il faut adapter son équipe et la gouvernance face à ces enjeux inédits. Donc pour ça, on a besoin d'une organisation dédiée, des outils dédiés, une communication dédiée. Je pense que le maître mot, c'est communiquer pour ancrer la confiance. Hein, et puis je reviens là sur mon motto. Eh bien, il faut toujours penser des processus plus larges, mais la plus large en compétences, hein, s'ouvrir sur des nouvelles compétences et plus fréquents en rencontre, toujours pour communiquer, absorber, avancer. On avait prévu des questions, mais le temps tourne, donc on va aller droit à la suite. Dernière partie, c'est l'humain au cours du redémarrage. Sur cette photo, prise dans un hôpital où on voit les soignants qui applaudissent la personne qui fait le ménage, eh bien, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que tous les maillons comptent et que la confiance entre les acteurs et la reconnaissance de l'ensemble du personnel est primordiale. Donc, pour retourner ensemble, eh bien, il faut définir une stratégie de retour au travail dans les meilleures conditions sanitaires et s'appuyer sur le bon leadership. Donc, rapidement, pour la stratégie du retour au travail, je pense que la première des considérations à prendre en compte, c'est quelle est l'humeur, l'humeur de mes collaborateurs. Sont-ils volontaires? Ont-ils peur? Sont-ils malades? Que sais-je? C'est la première des choses à prendre en compte. Ensuite, probablement, il faut s'appuyer sur le fait que peut-être qu'on peut continuer à faire travailler des gens en télétravail ou il faut nécessairement les faire venir sur site. On a les contraintes business hein, qui vont influencer sur cette stratégie de retour au travail. Et enfin, probablement des contraintes plus compétences très spécifiques et outils informatiques, SGAC de connexion. Donc, on a la stratégie de retour au travail. En fonction de cette stratégie, on va pouvoir adapter la capacité de nos sites. Une fois qu'on comprend mieux quelle est la capacité de nos sites, eh bien, on peut adapter les locaux à cela. Ça, c'est les plans de notre siège où, en fait, on a travaillé sur la limitation drastique des places disponibles et le positionnement de toutes les choses de santé. Et du coup, travailler sur des sites visiblement sains où les gens se sentent rassurés de venir travailler. Et enfin, la stratégie de retour au travail va s'appuyer sur les organismes sociaux et tout ce qui est réglementation. Bertrand, peux-tu nous parler du leadership? Oui, alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, rien de nouveau pour sans doute un certain nombre de personnes chez vous, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des micro-relations qui ont dû continuer durant le confinement, mais plutôt dans une logique individuelle, c'est-à-dire une équipe ou des équipes qui sont latentes ou qui sont en intermittence.
Et tout l'enjeu va être de retrouver de l'appartenance, donc avec un fonctionnement en étoile avec le leader au centre, et d'aller au fur et à mesure vers l'action concertée et l'intelligence collective, dans lequel, on le sait, il y a beaucoup plus d'engagement et donc beaucoup plus de productivité aussi. Pour cela, il va être important de s'appuyer sur un des modèles de développement du leadership qui a été développé par un monsieur qui s'appelle Will Schutz et qui a travaillé pour la marine américaine pendant près de 10 ans et qui a démontré que de manière séquentielle, ce qui doit se mettre en place pour que de la confiance soit présente et que donc il y ait de la capacité d'engagement et de performance dans une équipe. Premièrement, ça va être de l'inclusion qui renvoie au sentiment d'importance. Deuxièmement, c'est la vérification et l'utilisation à bon escient des compétences. Et derrièrement, la capacité de s'ouvrir et donc qui renvoie à la capacité d'être apprécié, au sentiment d'être apprécié. Et que ceci se mette en place dans vos équipes va permettre deux choses. Nourrir l'estime de soi et faire grandir la confiance mutuelle, ce qui va permettre de faire descendre le niveau de stress et donc l'inquiétude de vos équipes qui semble-t-il, est très présente à près de 70%. Donc, ce que l'on voit, ce que je voulais vous montrer juste après, dans le slide d'après, c'est une phrase de James Baldwin qui disait que les enfants ne prêtent pas volontiers l'oreille à leurs aînés, mais qu'ils ne manquent pas de les imiter. Là aussi, on parle d'exemplarité. C'est souvent une tarte à la crème. En quoi ça a un intérêt ici de le dire, c'est que cette exemplarité va venir totalement s'incarner, pas nécessairement besoin d'être contrôle and command, mais le faire et ce faire-là va impliquer de l'inclusion et donc de passer plus de temps à écouter. Voilà. Adrien, si tu veux bien, voilà. À toi. Pour finir cette partie, eh bien, je dirais que l'humain au cœur du redémarrage a pour vocation de contrer trois risques. Le risque de contamination, le risque de désorganisation et le risque de défiance. Et donc pour ça, il faut bâtir une bonne stratégie de retour de travail dans de bonnes conditions, sanitaires et encadré par un leadership ajusté. Et je dirais enfin, pour conclure cette partie, que aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, vous savez, avec ce qu'on a pu aborder. Et donc, le fait de savoir, ça fait que finalement, on est déjà plus porté vers les autres et plus capable de prendre en considération les autres pour redémarrer ensemble. Et puis, bon, mon petit motif, plus fréquent, plus large. Hein, donc, c'est plus de contact, alors si c'est pas physique évidemment, mais plus de contact avec ses collaborateurs, élargir ses contacts auprès de collaborateurs avec lesquels on n'a pas forcément l'occasion de travailler tous les jours. Alors c'est pareil, on avait prévu des questions, mais on n'a plus trop le temps. Je terminerai ce webinaire, pardon, par le takeaway qu'on a publié sur LinkedIn qui reprend les grandes thématiques. Et je voudrais l'appuyer, ce takeaway, avec ces trois idées qu'on a développées depuis le départ. C'est tout d'abord le totem pour resynchroniser les partenaires, des processus plus fréquents et plus larges, et en conscience pour communiquer ouvertement. Enfin, et s'il fallait ouvrir, eh bien, je pense que tout le monde apprend aujourd'hui des situations. Et donc, il est probablement temps de commencer à capitaliser pour l'avenir. Alors, probablement pas de rédiger les processus qu'on a commencé à appliquer aujourd'hui, mais plutôt de noter les bonnes idées, noter les fonctionnements qui ont bien marché, pour ensuite revenir dessus une fois que la crise sera passée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Romain, veux-tu conclure ? Alors, en conclusion, par rapport aux éléments plus pratiques, on a plusieurs questions là, sur est-ce qu'on diffusera la présentation ou pas. Donc oui, nous allons diffuser la présentation suite au webinaire. On vous enverra également un lien vers la vidéo du webinaire et puis le takeaway sera également diffusé. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger directement là dans la section contenu sur la droite. Et peut-être dire que nous préparons un prochain webinaire sur
rattraper le temps perdu. Webinaire à venir. Eh bien, merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.